Ça a l'air de marcher. Ouais. Bon, très bien. Alors, je vais commencer donc 1h15, hein, vous m'avez dit. Donc déjà, je remercie beaucoup Monsieur Jeunet et puis l'association de m'avoir invité. Je suis très heureux que la salle soit aussi remplie, même si j'ai l'impression que dans le fond, vous manquez de place assise. Mais bon, ça ira. Non, ça ira. Très bien. Alors, je vais commencer par le sujet sur les relations complexes. On verra évidemment la complexité, l'extrême complexité de ces relations. Et j'ai choisi donc de vraiment explorer le temps long, hein, du temps des tsars, et on va remonter vraiment aux origines, quasiment, de l'Ukraine et de la Russie, jusqu'à la chute de l'URSS. Hein, je vais m'arrêter donc en 1991, parce que l'objectif, c'est, comme M. Jeunet l'a rappelé, donc, de replacer dans une perspective historique un conflit très actuel et que vous connaissez bien. Donc je commence par cette diapositive qui est très récente puisqu'elle date du 30 avril 2024, donc il y a quelques jours. Et vous voyez, c'est une diapo donc, qui vous montre le démantèlement d'un monument qui était qui est un monument donc, présent à Kiev, hein, donc la capitale de l'Ukraine, et qui est démantelé, on a décidé de le démanteler pour le placer dans un musée, en fait. Et il y a eu depuis déjà un certain nombre de temps toute une politique justement de démantèlement des sculptures ou des monuments qui justement commémoraient soit la période soviétique ou l'histoire de l'Ukraine intégrée dans la Russie. Mais là, c'est particulièrement symbolique parce que ce monument, donc, il a été érigé au temps de la période soviétique, donc évidemment, c'est un monument symbole de cette ère soviétique, ça c'est évident, mais c'est aussi un monument donc, qui commémore le traité de Pereyaslav, donc, qui a été signé en 1654, je vais en reparler tout à l'heure, et qui est une date importante parce que c'est à partir de ce traité que la partie orientale de l'Ukraine actuelle, la rive gauche du Dniepr, en gros, est intégrée donc à la Russie. Donc le monument, lorsqu'il a été érigé, il était là aussi pour célébrer l'amitié russo-ukrainienne, telle qu'au temps de l'Union soviétique, on la concevait, et cette amitié russo-ukrainienne, telle que du côté russe, surtout, on la conçoit. Donc il y a une double dimension mémorielle à travers ce monument, et sa destruction dans le contexte actuel, évidemment, n'en est que plus significative. Alors, M. Jeunet l'a rappelé, donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie date du 24 février 2022. C'est une invasion qui a provoqué une forme de stupéfaction. Hein. Vous vous souvenez certainement du moment où vous avez appris donc, cette nouvelle. On avait affaire, donc, on a toujours affaire à une guerre finalement qu'on a interprétée sur le moment comme étant une guerre assez traditionnelle, interétatique. On s'est très vite rendu compte que c'était plus complexe que ça et ce n'était pas seulement une guerre interétatique entre deux États au sens strict du terme. Une guerre donc en Europe, aux frontières de l'Union européenne et de l'OTAN, et qui a débuté 8 ans après l'annexion de la Crimée, donc en 2014, et après le début de la guerre, également dans le Donbass, donc le bassin du Don, la partie totalement à l'est de l'Ukraine actuelle. Alors ce conflit donc, qui commence réellement en 2014, en réalité il s'inscrit dans une histoire très longue, une histoire effectivement complexe, qui met en scène et qui oppose très souvent la Russie et l'Ukraine, les Russes et les Ukrainiens, y compris évidemment au temps de l'Union soviétique et au temps donc, de l'Empire russe, et c'est de cela donc, dont on va parler. On va en parler aussi parce que ce conflit de longue durée, il est constamment mobilisé, ou l'histoire de ce conflit, en fait, elle est constamment mobilisée par la Russie, mais aussi par l'Ukraine, aujourd'hui, et à des fins évidemment politiques.
Et malheureusement, c'est souvent aussi à cela que peut servir l'histoire lorsqu'elle est, prise par le discours politique. Et faire de l'histoire, ça sert aussi à comprendre comment le discours politique peut manipuler en réalité l'histoire. Donc voilà, c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors d'un point de vue géopolitique, l'Ukraine, vous avez la carte de l'Ukraine donc dans ses frontières actuelles. L'Ukraine, c'est évidemment un espace majeur en Europe orientale, aux frontières mouvantes, à l'identité qui a longtemps été contestée par ses différents voisins. Et on pourra revenir sur les noms, évidemment. Mais l'Ukraine, donc, l'origine d'Ukraine, c'est parfois discuté, mais ce qu'il y a sûr, c'est qu'il y a quand même donc, la racine kraj, qui en slave signifie effectivement confins, marche, etc. Et le terme d'Ukraine dans l'histoire, et notamment à la période du Moyen-Âge, a été utilisé aussi par les pays d'Europe centrale et orientale pour qualifier justement cette région qui était à l'est, et qui touchait ensuite la Russie. C'est un État indépendant depuis la fin de l'Union soviétique, donc le 26 décembre 1991, et dans ces frontières-là, dans ces frontières donc, actuelles. Et l'Ukraine n'avait, avant 1991, existé en tant qu'État, dans une période récente en tout cas, n'avait existé donc que de façon éphémère en 1918-1920. Et dans des frontières qui n'étaient pas celles-ci, on y reviendra évidemment. C'est une histoire, celle de l'Ukraine, qui a été longtemps partagée avec celle de ses voisins, la Pologne notamment, l'Empire ottoman aussi, l'Autriche et bien sûr la Russie. Donc la construction du territoire ukrainien, c'est une très longue histoire, la construction de ses frontières, c'est une très longue histoire, et la construction de l'identité ukrainienne, c'est une histoire qui est peut-être encore plus complexe et qui s'est affirmée à la fois aux côtés et contre la Russie. Donc c'est cette relation finalement entre ces deux pays ou ces deux peuples, ces deux frères, mais deux frères inégaux, pour reprendre une expression donc, d'un historien Andreas Kepler, donc deux frères inégaux. Et c'est cette relation inégalitaire, effectivement, entre ces deux peuples, qui va forger les frontières et aussi les identités, notamment l'identité ukrainienne. Alors, je vais remonter assez loin, effectivement, dans le temps. Alors, il va y avoir trois parties à cet exposé. Donc, une première partie sur l'intégration progressive de l'Ukraine à la Russie, avec, où là, on va remonter vraiment aux origines, parce que c'est des origines qui sont contestées, ou en tout cas qui font l'objet d'interprétations très divergentes en Ukraine comme en Russie. Et puis, il y aura une deuxième partie qui portera plus sur l'affirmation de l'identité ukrainienne dans la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'à la création de l'URSS en 1922. Et puis une troisième partie qui portera plus sur l'Ukraine soviétique. Alors, dans cette première partie, il faut commencer vraiment par évoquer donc, ces origines et le conflit de représentation donc, que ces origines provoquent. J'insiste sur l'importance des représentations dans la formation des récits nationaux également, et dans la géopolitique d'ailleurs en général. La géopolitique se construit aussi autour des discours donc, et des interprétations du passé. Et la Russie, comme l'Ukraine, revendique une origine commune, et d'ailleurs également pas seulement la Russie et l'Ukraine, mais aussi la Biélorussie, même si c'est peut-être moins conflictuel dans le cas de la Biélorussie. Et cette origine commune,
Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle donc la Rousse de Kiev, dont ici vous voyez l'étendue à son apogée à peu près, hein, sous le règne donc, de Yaroslav le Sage au XIe siècle. On a longtemps parlé de la Russie kievienne, ou de la Russie de Kiev, mais le terme est ambigu, donc il faut préférer le terme originel, si vous voulez, de Rousse, hein, à celui de Russie. Donc cette Rousse de Kiev, c'est une principauté qui a été fondée au IXe siècle, qui a été fondée par des peuples scandinaves, et notamment des Varegs, bon, qui venaient de Scandinavie, et qui se sont donc installés dans cette région donc, proche de la mer Baltique, et qui sont descendus donc, vers le sud, qui ont progressé vers le sud, et qui ont fondé, donc, enfin en tout cas, qui ont fait de Kiev, de la ville de Kiev, leur capitale à la fin du IXe siècle. Or, le mot de Rousse lui-même, d'ailleurs, est assez discuté. Le terme donc, signifierait gouvernail, quelque chose comme ça, donc, et c'est ce terme-là donc, qui aurait donné son nom donc, à cette principauté. Cette Rousse de Kiev, elle a intégré assez vite des populations baltes, notamment des Slaves, et des populations germaniques également. Alors, l'événement décisif, c'est celui-ci, qui a été constamment repris donc, dans l'histoire et dans le récit national donc, qui a été élaboré notamment par la Russie. Et là, vous voyez un tableau qui date de 1890, hein, donc évidemment, voilà, c'est une représentation qui va insister sur cet événement clé. C'est le baptême donc, de Vladimir, donc, qui est l'un de ces princes donc, de la Rousse, hein, de Kiev. Vladimir, donc, qui se convertit au christianisme, et qui le fait donc en 988 en adoptant donc le rite oriental. Il n'y a pas encore eu de schisme hein, entre les deux églises, entre Rome et Byzance, hein, mais on n'est pas encore en 1054, mais donc c'est ce rite oriental donc, qui est adopté par Vladimir. Et il se fait baptiser, vous voyez ici, donc à Kherson. Alors, ce n'est pas la Kherson actuelle, hein, qui se situe plutôt ici, mais c'est la Kherson antique, qui a donné son nom donc, à la Chersonèse. Hein, c'est comme ça qu'on appelait la Crimée donc, dans l'Antiquité. Et donc, la ville de Kherson, donc, qui a été détruite, hein, désormais, il y a des ruines, mais voilà. C'est là, à l'extrême sud, vous voyez, donc, de l'Ukraine, enfin de la Crimée, en territoire finalement byzantin hein, à l'époque, que Vladimir donc, se fait baptiser. Alors c'est évidemment un événement essentiel, parce que ça va déterminer aussi voilà, le lien hein, qui va unir donc, à cette époque-là, évidemment, la Rousse de Kiev à Byzance. L'apogée de cette principauté, c'est au XIe siècle, donc sous le règne de Yaroslav le Sage, qui est un souverain qui a une certaine puissance hein, en Europe, qui exerce une certaine puissance, qui va notamment procéder à une politique matrimoniale avec ses filles particulièrement importante, hein, et notamment il va marier une de ses filles avec le roi de France Henri Ier, Anne de Kiev. Il faut insister aussi sur l'importance, évidemment, c'est ce qui fait la fortune aussi de cette principauté, l'importance des routes commerciales, puisqu'on a ici, évidemment, vous voyez, une route commerciale qui réunit la mer Baltique et donc la Scandinavie à la mer Noire, et donc à Byzance, une route nord-sud, donc. Et puis, on a aussi une route qui mène vers l'Orient, hein, et qui croise aussi cette route nord-sud, à peu près donc, au niveau donc, de cette Ukraine actuelle. À chaque fois sur ces cartes, vous voyez ici, hein, en pointillé, les frontières de l'Ukraine actuelle, pour que vous puissiez mesurer donc, les territoires. Alors, cette principauté décline au XIIe siècle. Il va y avoir plusieurs principautés qui, chacune, vont se développer
de leur côté, plus ou moins, et puis en 1240, la Rousse de Kiev donc, succombe sous le coup des invasions mongoles. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a une première entité politique avec cette Rousse de Kiev, cette principauté. On a une première entité politique, finalement, commune, lorsqu'on regarde la carte, hein, aux trois grands États slaves orientaux actuels, hein, que sont la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Mais aucun de ces trois pays, ni l'Ukraine, ni la Russie, ni la Biélorussie, ne peut s'en prétendre, si vous voulez, l'héritier exclusif, en tout cas. Et la Russie, qui se prétend effectivement être l'héritière de cette Rousse de Kiev, la Russie d'aujourd'hui, elle est l'héritière de la principauté de Moscovie, qui, elle, va s'imposer petit à petit à ses voisines, mais après 1240, et après donc l'effondrement de cette Rousse de Kiev, cette principauté de Moscovie, elle va effectivement se donner rétrospectivement comme programme politique de reconstituer la Rousse de Kiev, mais après coup, hein, en quelque sorte. Il faut aussi noter que c'est à cette époque, 11e, 12e siècle, que c'est de cette époque que datent les termes qu'on va donner sous les tsars à la Russie et à l'Ukraine, les termes de Grande Russie et de Petite Russie. Alors, on va appeler pendant longtemps l'Ukraine Petite Russie, et le sud de l'Ukraine, on l'appellera Nouvelle Russie, ça j'en parlerai. Mais qu'est-ce que ça signifie, Petite Russie et Grande Russie? À l'origine, ça signifie en fait, c'est pas une grande ou une petite Russie au sens où on pourrait l'entendre, mais ça signifie en fait, on parle plutôt de la proximité, hein, de ces régions avec Byzance ou avec Constantinople. Donc Petite Russie, c'est la région qui est la plus proche finalement de Byzance, et Grande Russie, c'est la région qui est la plus éloignée. C'est comme ça qu'à l'époque, à l'origine en tout cas, on entend donc les termes. On parle de Grande Russie comme on pourrait parler, comme on parlait dans l'Antiquité de la Grande Grèce, par exemple, pour qualifier la Grèce plus éloignée du centre, ou comme on parle aujourd'hui de la Grande Banlieue, par exemple, lorsqu'on voit une ville, on parle de sa petite banlieue, de sa grande banlieue. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, à l'origine, en tout cas, les termes Petite et Grande Russie. Alors on fait un saut dans le temps, et j'ai pas le temps, hein, évidemment, de tout voir en détail. Et donc, on en vient à ce traité de Péréaslav, hein, dont j'ai parlé en introduction, et à cette date donc, de 1654, donc voilà, on est au XVIIe siècle. Et lorsque vous regardez cette carte, vous voyez qu'en fait, et là vous voyez toujours l'Ukraine actuelle, hein, ses frontières actuelles. L'Ukraine n'existe pas, évidemment, à l'époque en tant qu'État. Et vous avez donc un territoire qui, en fait, est sous domination de plusieurs puissances. Celle qui occupe, on va dire, la majeure partie du territoire de l'Ukraine actuelle, c'est cet État de Pologne et de Lituanie, double, voilà, exactement, hein, voilà, les deux nations, qui, notamment pour cette partie ici en bleu, est contrôlée plutôt par la Pologne, d'ailleurs, et il faut imaginer qu'avant 1654, le royaume de Pologne-Lituanie, il inclut également cette partie que vous voyez ici en hachuré. Donc il s'étend quand même sur une très grande partie, hein, de l'Ukraine actuelle. Mais vous avez quand même ici au nord, et notamment la région de Kharkiv ici, une partie de l'Ukraine qui est déjà sous le contrôle du tsarat de Moscovie, donc de la Russie, on va dire. Et puis vous avez au sud, ici, la partie sud donc, de l'Ukraine et la Crimée. C'est le Khanat de Crimée, donc ou Petite Tatarie, donc une région peuplée par des Tatars. Et le Khanat de Crimée, c'est une région qui est vassale de l'Empire ottoman. Avec évidemment donc, dans le Khanat de Crimée des populations qui sont de religion musulmane, avec ici donc, en violet des populations qui sont orthodoxes. Et puis, dans cette partie donc, de Pologne et de Lituanie, hein,
c'est plus complexe, parce qu'on a d'une part des populations qui ont effectivement qui se sont converties au catholicisme sous influence de la Pologne. On a des populations aussi qui étaient orthodoxes, qui sont orthodoxes, de religion orthodoxe, et qui, à la fin du XVIe siècle, se sont ralliés à l'autorité de Rome, et qui forment donc des églises qui sont catholiques, mais de rite oriental. Et puis, on a des orthodoxes, ou des populations qui sont restées orthodoxes, et notamment ici, hein, sur la rive gauche du Dniepr, et puis également dans cette région-là. En fait, toute cette région, vous voyez ici en hachuré, qui fait partie de cet État de Pologne et de Lituanie, mais qui est donc peuplée de ce qu'on appelle les Cosaques. Alors, et notamment, les Cosaques, bon, il y en a également dans cette région, les Cosaques du Don, hein, mais ici, les Cosaques qui peuplent cette région, ce sont des Cosaques dits Zaporogues. Alors, ces Cosaques Zaporogues, ce sont des paysans, hein, pour beaucoup d'entre eux, et qui veulent rester orthodoxes, hein, qui sont de religion orthodoxe et qui veulent le rester, et qui ont une certaine autonomie, hein, au sein de cet État de Pologne et de Lituanie, qui ont une organisation politique très originale pour l'époque, qui élisent leur chef notamment, et qui vivent très mal le joug quand même polonais, d'une part, et qui vivent très mal aussi la menace de la Turquie et de l'Empire ottoman au sud. Alors en 1654, et c'est cela donc que le monument que je vous ai présenté en introduction donc, célèbre. Là, vous avez le portrait donc, du chef cosaque, hein, le hetman, c'est le nom qu'on donne donc, au chef cosaque, le hetman Bogdan Khmelnytsky, qui règne donc sur cette région depuis 1648, je crois, qui a été élu donc hetman. Et vous voyez, c'est lui qu'on voyait ici, vous voyez, hein, avec son sceptre ici, hein, c'est la même représentation. Voilà. Qui va accepter, voilà, qui va se tourner en tout cas vers le tsar de Russie, Alexis Ier, et qui va finalement réclamer une forme de protection, hein, à Moscou. Et vous avez ici une photo, donc, enfin une photographie d'une représentation, hein, d'Alexis Ier, avec un extrait. Vous voyez à quel point donc, les questions religieuses aussi sont importantes, hein, dans cette histoire. Vous voyez ici ce que dit Alexis Ier, donc, au moment justement du traité de Préaslav. Mon cœur saigne en voyant la servitude de ces pauvres gens qui gémissent sous la férule des ennemis de notre foi. Les ennemis de notre foi, ici, c'est les Polonais. Hein. Dieu me demandera des comptes le jour du jugement dernier, si ayant la possibilité de les libérer, je néglige de le faire. Vous voyez comment les Russes donc, conçoivent, hein, la façon dont ils vont effectivement intégrer cette région dans leurs frontières, hein, la possibilité de les libérer. Donc à l'issue de ce traité, la Russie promet, donc là, je reviens à ma carte, ici, donc toute cette région que vous voyez ici en hachuré va être intégrée donc, dans les frontières de la Russie. Et la Russie promet aux Cosaques qu'ils pourront continuer à jouir d'une certaine autonomie politique. Mais en réalité, dans les années qui vont suivre, et assez rapidement, mais ça va s'accélérer encore plus sous le règne de Pierre le Grand, et petit à petit, tout au long du XVIIIe siècle, l'autonomie donc, des Cosaques va disparaître. Donc en réalité, la région va être purement et simplement, donc, au fil des années, intégrée dans l'Empire russe. Alors, c'est un événement important, d'abord parce qu'effectivement, vous voyez ici que toute la partie de l'Ukraine actuelle, donc, qui est située sur la rive gauche du Dniepr, devient russe à partir de 1654. La ville de Kiev devient également russe à partir de ce moment-là. Et
ça va d'ailleurs mettre en contact la Russie avec l'Europe orientale, voire l'Europe centrale, centre-orientale, on va dire. Et c'est après 1654, justement, que la Russie va se lancer dans une politique d'occidentalisation, on va dire, et va se considérer vraiment comme une puissance européenne. Donc de ce point de vue-là, cette nouvelle frontière va provoquer aussi une évolution culturelle de la Russie. Et en même temps, c'est un événement, vous voyez déjà, qui est assez conflictuel dans les mémoires ukrainiennes et russes, parce que les Russes présentent cet événement, toujours aujourd'hui, hein, on le voit à travers le monument que j'ai présenté en introduction, les Russes présentent toujours aujourd'hui donc cet événement comme une libération, comme une adhésion des Ukrainiens à la Russie, alors que les Ukrainiens présentent cet événement plus comme un acte forcé, hein, et comme, en tout cas, contraint par la nécessité, en disant, voilà, le traité a été signé par les Cosaques parce qu'ils souhaitaient échapper, hein, à la pression donc, polonaise et ottomane, et le traité promettait des garanties donc, qui n'ont pas été ensuite tenues par les Russes. Bon. Fin XVIIIe siècle maintenant. Alors, vous voyez ici, il y a eu par rapport à la carte précédente deux changements principaux. Je remonte la carte précédente. Vous voyez, ici, l'État de Pologne et de Lituanie. Et puis évidemment, voilà, là on est à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a plus de Pologne. La Pologne disparaît, donc ça c'est bien connu, hein, il y a eu 3 partages à la fin du XVIIIe siècle, 1772, 1793 et 1795, et à la suite de ces 3 partages, la Pologne a été absorbée par la Prusse, par l'Autriche et par la Russie. Donc ça, c'est une première chose, ce qui explique que toute cette partie-là, qui était polonaise, devient russe. Et puis, deuxième différence majeure, vous voyez, le reflux, hein, de l'Empire ottoman de cette région, donc de la rive nord de la mer Noire. L'Empire ottoman qui contrôlait la Crimée et toute la rive nord, donc désormais, n'est plus présente, n'est plus présent dans cette région. Et ça date donc de 1774 et 1783, c'est-à-dire quand c'est sous Catherine II, hein, sous le règne de Catherine II, en 2 temps, hein, ça se fait en 2 temps. En un premier temps, en 1774, la Russie obtient de l'Empire ottoman que la Crimée soit indépendante, et puis, 9 ans plus tard, la Russie annexe la Crimée. Donc, dans un premier temps, on détache la Crimée de l'Empire ottoman, et dans un deuxième temps, on l'annexe. C'est une politique assez classique. Et dès 1783, donc l'année même en fait, de l'annexion de la Crimée par la Russie, la ville de Sébastopol donc, est fondée et va devenir donc, une base navale. Évidemment, hein, c'est stratégiquement extrêmement important pour la Russie, ça lui permet d'avoir une base navale donc, sur la mer Noire, et au-delà de la mer Noire, d'accéder à la Méditerranée. Donc là, on voit finalement que quasiment toute l'Ukraine actuelle est désormais russe à la fin du XVIIIe siècle, sauf ici la Galicie, qui elle donc fait partie de l'Empire d'Autriche, qui deviendra Autriche-Hongrie donc au XIXe siècle. Et puis ici, vous voyez cette petite région là qui est encore ottomane et qui elle n'est ukrainienne que très tardivement, on y reviendra, qui s'appelle le Boudjak. Alors je passe maintenant au grand C, c'est le choc de la guerre de Crimée. Vous voyez, hein, je fais des sauts hein, dans le temps, hein, on est obligé quand même on ne peut pas être totalement dans la continuité. Donc la guerre de Crimée, c'est évidemment un événement capital pour l'Europe, pour l'histoire de l'Europe au XIXe siècle. C'est une guerre donc, qui se tient de 1854 à 1856,
qui met aux prises donc d'un côté la Russie et puis de l'autre côté une coalition composée essentiellement de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Empire ottoman. La guerre est déclenchée parce que bon, il y a plusieurs raisons. La raison officielle, c'est la Russie qui voulait protéger les lieux saints, donc, au Proche-Orient, et qui contestait donc à la France cette protection des lieux saints. Bon. Mais en réalité, au-delà de ça, ce que veut la Russie, évidemment, c'est contrôler les détroits pour accéder donc à la Méditerranée. Et ce que veut la Russie aussi, c'est s'étendre au détriment de l'Empire ottoman dans ces provinces ici qui sont à l'ouest de la mer Noire. Donc continuer finalement cette politique de contrôle des rives de la mer Noire et donc s'étendre ici donc, en Moldavie et en Valachie. Alors, c'est un désastre vraiment pour la Russie que cette guerre de Crimée. Donc, c'est l'échec des ambitions russes, notamment sur les détroits. C'est, en fait, bon, l'histoire aussi de la Russie dans cette région, hein, c'est une histoire continuelle de guerre avec l'Empire ottoman. Hein. La guerre de Crimée, je crois que c'est la 10e guerre russo-turque, en fait, hein, dans l'histoire. Donc, c'est l'échec des ambitions russes. La Russie perd aussi 400 000 hommes, quand même, hein, durant cette guerre, donc c'est pas rien. Les combats, donc, ils ont lieu, pour l'essentiel, dans la péninsule de Crimée, avec le siège de Sébastopol, hein, qui est fameux. Et puis, c'est l'occasion, justement, quand même, pour les Russes, de considérer que les habitants de la Crimée, donc les Tatars de religion musulmane qui habitaient la Crimée, considéraient que, finalement, ils avaient trahi. C'est une façon aussi d'expliquer la défaite, qu'ils s'étaient alliés donc, aux Ottomans contre les Russes. Et donc, à l'issue de cette défaite, la Russie procède à la déportation d'une grande partie de cette population tatare. Et beaucoup d'entre eux, donc beaucoup de Tatars, vont aussi trouver refuge justement dans l'Empire ottoman. Ça avait été déjà le cas en 1783 au moment de l'annexion de la Crimée. Et là, c'est à nouveau le cas donc, en 1856. Et à chaque fois, ces Tatars donc, qui sont contraints de quitter la Crimée sont remplacés par des Russes. Et notamment autour des bases militaires hein, qui sont évidemment nombreuses autour de Sébastopol. Alors cette défaite, c'est aussi un électrochoc qui révèle l'archaïsme de l'armée russe, de la société et de l'économie russe tout entière. Et ça va expliquer aussi la politique de réforme menée par le tsar Alexandre II, qui accède au pouvoir en pleine guerre de Crimée en 1855. Et c'est Alexandre II, justement, qui, dans les années 1860, va se lancer dans toute une série de réformes, et notamment en abolissant le servage en 1861. Et en essayant de réformer l'armée, de la moderniser, de réformer l'économie, de la moderniser, etc., etc. Et en même temps qu'il y a cette politique de modernisation des structures de la société russe et de l'économie russe, la Russie se lance dans une politique de russification massive, intense, dont l'Ukraine va faire en grande partie les frais. Donc je passe maintenant à la deuxième partie, donc sur la difficile affirmation d'une identité ukrainienne, avec deux points importants. Bon, un premier point sur l'essor du nationalisme ukrainien dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et puis ensuite, j'essaierai de faire le point sur cette période extrêmement complexe, donc des années 1917-1920. D'abord, sur l'essor du nationalisme ukrainien. La Russie, si on se place au milieu du XIXe siècle, donc au moment de la guerre de Crimée, c'est évidemment un empire. C'est un empire qui a été forgé par la conquête et par la guerre, comme tous les empires, vous me direz. Mais là, c'est particulièrement le cas, et puis c'est un empire qui a été forgé donc, au cours des siècles, dans plusieurs directions, d'abord d'ailleurs en Sibérie, dans la direction de la Sibérie, et puis après dans la direction de l'Europe occidentale, et puis ensuite vers la région du Caucase au XIXe siècle, et puis vers aussi la région de la Mandchourie, dans la deuxième moitié du XIXe, en Asie du Sud aussi, bon, bref, donc dans toutes les directions. Donc un empire forgé par la conquête, qui est peuplé de nombreuses populations, de nombreux peuples non russes, ou non grands russes, si vous voulez, dans la terminologie russe de l'époque.
des peuples qu'on appelle allogènes. Bon. Alors, en 1900, la Russie, c'est un pays d'environ 130 000 habitants, et 44% de la population, ce sont des grands Russes, donc des Russes, si vous voulez. Si on accepte les Ukrainiens, justement, les Biélorusses, voilà, il y a plusieurs populations slaves, et les peuples slaves, c'est les grands Russes, bon, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Polonais. Mais si on considère donc que ces grands Russes, c'est 44% de la population. Alors, c'est un empire qui, jusque-là, repose sur un certain nombre de principes. L'autocratie, la loyauté envers la dynastie, ça c'est le principe essentiel, qui régit les règles internes à l'empire, l'orthodoxie aussi dans la religion. Ce n'est pas un empire fondé sur des critères raciaux, si vous voulez, ou qui placerait au sommet, vous voyez, on n'est pas dans cette perspective qui sera très fréquente à la fin du XIXe siècle, où on raisonne vraiment en termes de race, cette hiérarchie entre les races, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un empire qui va placer justement les Russes au sommet d'une hiérarchie des peuples, vous voyez, selon des critères raciaux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le bon russe, au sens, le bon citoyen de cet empire russe, c'est celui qui est loyal envers la dynastie, envers le régime. Bon. Mais le XIXe siècle, c'est le siècle en Europe des nationalismes. Ça, vous savez bien. Et ces nationalismes, ils vont pousser au sein des empires, pas seulement en Russie, aussi dans l'empire austro-hongrois, etc. Ils vont pousser évidemment les peuples à réclamer leur autonomie, voire leur indépendance. Et puis, ce nationalisme, il va pousser aussi les Russes eux-mêmes à affirmer finalement leur supériorité. Il y a aussi, si vous voulez, une forme de nationalisme russe qui va s'exercer, qui va apparaître, s'affirmer à partir de cette moitié du XIXe siècle. Donc la russification, la politique de russification, c'est à la fois une politique qui se développe en réaction au nationalisme des peuples allogènes, les Polonais par exemple, les Baltes, etc. On va les punir en mettant en place une politique de russification, et en même temps c'est aussi une politique d'affirmation du nationalisme russe, et une évolution finalement de la conception même de l'Empire. Alors l'ambiguïté dans ces rapports de force entre le centre et les différentes périphéries de l'Empire, l'ambiguïté c'est que pour Moscou, les Ukrainiens, qu'ils appellent les petits Russes, c'est la petite Russie, dans les divisions administratives, vous avez la Grande Russie, autour de Moscou, la petite Russie autour de Kiev, et la Nouvelle Russie, c'est le sud de l'Ukraine, les rives nord de la mer Noire. C'est ce qu'on appelle la Nouvelle Russie, depuis les conquêtes de Catherine II. C'est encore comme ça que ça fonctionne en 1917, au moment de l'effondrement de l'Empire. Donc pour Moscou, les Ukrainiens, petits Russes, comme d'ailleurs les Biélorusses, dans cette politique-là, ils doivent être des alliés, au sens où l'Ukraine, la Biélorussie et la Grande Russie, c'est les trois piliers, si vous voulez, slaves de l'Empire, les trois fondements de l'Empire. Donc, et face justement aux rebelles, les Polonais qui se révoltent à plusieurs reprises, les Baltes, etc., il doit y avoir cette unité, en quelque sorte, ces trois piliers entre les grands Russes, les petits Russes et les Biélorusses. Alors qu'en revanche, pour les Ukrainiens, eux, estiment que non, ils sont aussi un peuple, et un peuple qui a sa propre identité, et qui veut, justement, se démarquer du grand frère, entre guillemets, russe. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, dans cette période-là, la Russie va dénier à l'Ukraine, va refuser à l'Ukraine toute identité spécifique, en disant non, les Ukrainiens, ce sont des Russes comme nous, et ils doivent combattre avec nous ou se mettre à nos côtés lorsqu'il s'agit de mettre en place des rapports de force avec les autres peuples allogènes. Donc là, vous voyez les textes, décret du ministre des Affaires intérieures de l'Empire russe, Valouev, donc en 63. Ça prouve très bien qu'il n'y a pas de petite langue russe particulière. Vous voyez, petite langue russe, c'est-à-dire le petit russe, l'ukrainien. Il n'en a jamais eu.
il ne peut pas y en avoir, et que leur dialecte, vous voyez, on ne parle pas de langue, hein, on parle d'un dialecte, leur dialecte utilisé par le commun des mortels est la même langue russe, mais seulement corrompu par l'influence de la Pologne sur celle-ci. Et ce qui explique la différence entre l'ukrainien et le russe, c'est l'influence polonaise. Et que la langue russe commune est aussi claire pour les petits russes que pour les grands russes, et encore plus compréhensible que la soi-disant langue ukrainienne compilée pour eux par quelques petits russes et surtout par les Polonais. Ça, c'est exactement le même discours hein, qu'on entend aujourd'hui dans la bouche de Vladimir Poutine. Exactement pareil, quand il dénie justement aux Ukrainiens toute identité spécifique. Et décret de 1876, il est interdit d'imprimer dans l'Empire russe, dans le dialecte petit russe, les œuvres ou les traductions originales, à l'exception des documents historiques, mais pour ces derniers, s'ils appartiennent au folklore oral, les chansons, les contes, les proverbes, ils doivent être publiés sans s'écarter de l'orthographe entièrement russe. Vous voyez, là on est au cœur de cette politique de russification, où on va imposer donc, la langue russe en disant voilà, il n'y a pas de raison de considérer qu'il puisse y avoir une langue ukrainienne particulière. Alors c'est dans ce contexte-là que le nationalisme ukrainien donc, va se développer un peu plus tardivement que, par exemple, le nationalisme polonais, évidemment. Alors il y a deux figures intellectuelles et politiques sur lesquelles je voudrais insister. Le premier, c'est Taras Shevchenko, qui est un héros pour les Ukrainiens, qui est un poète, un peintre également. Vous voyez, il a peint, voilà, je vous montre quelques petits tableaux de Shevchenko qui vont insister justement sur les, vous voyez, les thématiques ukrainiennes, sur le peuple, voilà, famille de paysans, sur les coutumes propres à l'Ukraine aussi, ici l'Assemblée des juges, 1844, voilà des exemples de peinture de Shevchenko. Une figure emblématique. Et donc, une figure emblématique donc, de ce renouveau hein, du nationalisme ukrainien, on va dire, qui a été emprisonné pendant 10 ans, qui a été exilé, etc. Et il a insisté justement pour que la langue ukrainienne soit codifiée. Il a créé un alphabet ukrainien également. Il a codifié cette langue pour faire en sorte que l'ukrainien devienne une langue littéraire, une langue écrite, si vous voulez, avec un statut et qui ne soit pas considéré comme un simple dialecte. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi que le terme d'Ukraine va réapparaître et va être revendiqué par les Ukrainiens comme étant le terme spécifique en rejetant donc cette appellation de Petite Russie. Vous avez là une autre figure, Mikhailo Hrushevsky, je prononce certainement très mal, donc, qui est ici représenté, dont l'effigie est représentée sur un timbre ukrainien qui date de 1995, donc vous voyez qui est récent. C'est un historien, Hrushevsky, alors il est de la génération suivante, la génération d'après Shevchenko. C'est quelqu'un qui est professeur d'histoire à l'université, mais pas justement en Russie, parce que la langue ukrainienne ne peut pas s'exprimer, donc évidemment, dans une enceinte universitaire en Russie. Il est professeur d'histoire à l'université de Lemberg. Lemberg, donc c'est ici, vous voyez, hein, c'est-à-dire c'est en Galicie orientale, c'est-à-dire après le partage de la Pologne, hein, c'est-à-dire en fait dans l'empire d'Autriche-Hongrie, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Lemberg, c'est aujourd'hui la ville de Lviv. Hein, voilà. C'est le nom allemand de la ville de Lviv. La ville de Lemberg a changé beaucoup de noms hein, dans l'histoire contemporaine. Donc elle s'appelle Lemberg de 1792 jusqu'en 1918. Après, elle va s'appeler Lwów. Je ne sais pas comment on prononce, mais en polonais. L-W-O. Lwów. Lwów, voilà. Ah, elle va s'appeler Lwów. Voilà. Et après, elle s'appellera Lwów en URSS de 1940. Bon, voilà, jusqu'en 1991, et désormais Lviv, donc en ukrainien. Et Léoville en français. Et Léoville en français. Léoville en français. Dans les vieux ouvrages. D'accord. Très bien. J'ai même rencontré un Yonville. Un Yonville. Une seule fois. Ouais. Sinon, Léoville,
c'est courant dans les ouvrages du 19e siècle. Voilà. Bon, donc il faut se jongler entre les différentes appellations. Donc c'est là, à Lemberg, que Hruševský enseigne à l'université de Lemberg. Et évidemment, vous voyez que ce nationalisme ukrainien et cette langue ukrainienne, elle va s'épanouir, non pas donc, dans la partie russe de l'Ukraine, bien évidemment, mais dans cette petite partie-là, qui est austro-hongroise. Et l'Empire austro-hongrois va même encourager l'expression du nationalisme ukrainien, parce que les relations entre la Russie et l'Autriche-Hongrie ne sont pas au beau fixe, et que voilà, c'est une façon d'alimenter évidemment une opposition interne à l'Empire que de favoriser l'expression de ce nationalisme. Alors Hruševský va publier notamment, donc, à partir de la fin du XIXe siècle, une grande histoire de l'Ukraine rousse. Revenir donc sur cette Ukraine héritière de la Rousse de Kiev dont on parlait tout à l'heure, donc en revendiquant cet héritage de la Rousse de Kiev, donc en prenant le contre-pied total de l'interprétation historique de cette Rousse de Kiev, le contre-pied total de celle qui est faite évidemment à Saint-Pétersbourg, donc du côté russe. Une histoire de l'Ukraine rousse en 11 ou 12 volumes, je ne sais plus. Et puis en 1899, donc c'est justement en Galicie et à Lemberg qu'est fondé donc, un parti national démocratique ukrainien. Donc, vous voyez, il y a aussi une opposition politique qui va s'épanouir dans cette région-là, qui n'est ni russe, ni ukrainienne, mais qui est austro-hongroise, en tout cas sur le plan administratif et étatique. C'est aussi Hruševský qui va remettre à l'honneur donc, cet emblème, qui est donc le trident, voilà, Trizoub, je ne sais pas non plus comment ça se prononce exactement, donc qui va être adopté donc, par, on va le voir tout à l'heure, par l'Ukraine indépendante, c'est une association aussi, connue ici, et qui va être donc adopté comme emblème officiel par l'Ukraine indépendante en mars 1918, on va en reparler, qui est à nouveau, donc depuis 1996, l'emblème donc, de l'Ukraine d'aujourd'hui, et qui en fait est un emblème qui remonte au XIIe siècle, et qui était celui de cette Rousse de Kiev, on en revient toujours là, qui est considérée donc, par les Ukrainiens comme l'ancêtre de l'Ukraine. Alors, on va en venir donc à cette période de 1917, et donc à cette éphémère indépendance, 1917-1920 ou 1918-1920. D'abord un petit point quand même sur cette Ukraine russe au début du XXe siècle. Cette Ukraine, donc partie intégrante de l'Empire russe au début du XXe siècle. Cette Ukraine, c'est une région qui est assez prospère au sein de cet Empire russe. Il y a environ dans l'Empire russe 25 millions d'Ukrainiens. Donc les Ukrainiens forment le deuxième groupe ethnique, on va dire, de cet empire russe. 18% de la population russe, ce sont des Ukrainiens. L'essentiel de ces Ukrainiens habitent l'Ukraine, ou on va dire cette petite Russie ou cette nouvelle Russie, pour reprendre les dénominations de l'administration russe. Mais vous avez aussi des Ukrainiens dans des régions un petit peu plus à l'est. Et puis il y a aussi des Ukrainiens en Galicie, cette Galicie dont on parlait, ils sont 4 millions environ, mais eux ne font pas partie de l'Empire russe. Après, dans cette Ukraine russe, donc petite Russie ou nouvelle Russie, il n'y a pas que des Ukrainiens, il y a aussi des Russes, des minorités, environ 3 millions de Russes, surtout au sud de l'Ukraine et en Crimée. Ça s'explique par ce que j'ai dit tout à l'heure, le remplacement des Tatars par les Russes. Il y a aussi 2 millions de Juifs. 2 millions de Juifs dans cette Ukraine russe. Si on se place en 1900, il y a environ 5 millions de Juifs en Russie, dont 2 millions en Ukraine. Il y a aussi des minorités... 1 million d'Allemands aussi. Voilà, exactement. Exactement. Il y a aussi des minorités allemandes importantes, et puis il y a aussi des minorités polonaises. Ouais. Alors, ces Ukrainiens... C'est une région très agricole,
Ça a toujours été une région agricole. Donc les Ukrainiens, c'est des peuples de paysans aussi, avec des terres riches, mais des terres qui sont souvent détenues par des nobles russes. Bon. Et puis, il y a aussi une industrialisation, notamment qui s'appuie sur les mines de charbon donc, du Donbass, à l'est, le bassin du Don. Et puis, il y a aussi également une activité commerçante et portuaire sur la mer Noire, les rives de la mer Noire, et notamment le port d'Odessa. Et c'est Odessa, en 1900, qui est la ville la plus peuplée de l'Ukraine. C'est pas Kiev, c'est Odessa. Et puis Sébastopol, qui est une ville militaire, une base navale. Alors, comme dans les autres régions de l'Empire russe, la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, voit se développer une contestation révolutionnaire aussi, d'inspiration socialiste, marxiste, etc. Et puis une contestation ouvrière. Il y a un parti révolutionnaire ukrainien qui est créé en 1901. Donc vous voyez, il y a une contestation à la fois nationale, avec le parti créé en Galicie dont on parlait tout à l'heure, mais aussi une contestation plus classique, je dirais, révolutionnaire, donc, qui est fondée en 1901. Lors de la révolution de 1905, qui touche toute la Russie, il y a des grèves dans le bassin du Donbass. Il y a une agitation révolutionnaire, notamment à Odessa. Vous avez tous vu le film Cuirassé Potemkin. Bon, voilà, ça se passe là. Et en 1905. Alors, 1917, c'est évidemment l'année des révolutions. Donc, une première révolution russe qui date du mois de mars 17, début mars. Donc, la fin de l'Empire, l'abdication du tsar Nicolas II. Et à Kiev, donc, est créée immédiatement, dès mars 1917, une assemblée, on appelle la Rada, et le terme de Rada, donc c'est l'assemblée ukrainienne, la Rada centrale, c'est celle qui est créée en 1917, le terme de Rada, c'est le nom que les Cosaques donnaient à leurs assemblées, notamment celle qui élisait le chef des Cosaques, le hetman. Et c'est Rouchevski, dont on a vu la photo tout à l'heure, qui devient le président donc, de cette première Rada ukrainienne. Cette Rada va proclamer d'abord l'autonomie de l'Ukraine, et puis deuxième révolution russe en octobre 1917, qui va provoquer donc le 22 janvier 1918, la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine. Et cette Ukraine indépendante va signer un premier traité de paix avec, évidemment, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Vous savez qu'il y a eu un traité donc, signé à Brest-Litovsk entre la Russie bolchevique et l'Allemagne, le 5 mars donc, 1918, mais quelques temps avant, le 9 février 1918, il y avait déjà eu un traité signé à Brest-Litovsk, dans la même ville, premier traité de Brest-Litovsk, signé entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et l'Ukraine indépendante. Alors je vous montre une carte voilà, qui est bien complexe et qui essaye de démêler un petit peu tous les acteurs donc, de cette période 1918-1920. Alors je ne vais pas évidemment trop rentrer dans les détails, mais simplement vous voyez la situation ici en janvier 1919. Vous avez donc une république démocratique ou populaire, souvent on dit république populaire d'Ukraine, donc qui est proclamée le 22 janvier 1918. Et dans les frontières administratives qui étaient celles de l'Empire russe, en fait. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces frontières que vous voyez ici, en fait, elles ne correspondent pas à grand-chose, parce que cette République populaire ou démocratique d'Ukraine, évidemment, elle ne va jamais réussir à contrôler l'ensemble du territoire. Et puis, novembre 1918, c'est la défaite de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et donc, au moment où l'Empire austro-hongrois s'effondre, eh bien, vous avez cette partie-là, la Galicie, autour de Lviv, Lemberg, qui va proclamer aussi son indépendance. République démocratique d'Ukraine de l'Ouest, 1er novembre 1918. Donc deux républiques démocratiques d'Ukraine. Elles vont fusionner en 1919, peu de temps après. Elles vont fusionner. Ensuite, vous avez aussi une troisième république d'Ukraine, République socialiste soviétique d'Ukraine, qui a été proclamée par les communistes le 28 décembre 1917, à Kharkiv, et qui va mener donc une offensive militaire contre
les Ukrainiens donc, de cette République populaire. Après, vous avez aussi les armées blanches, notamment Wrangel, Denikin, qui sont des généraux tsaristes, qui sont restés fidèles donc, au tsar, et qui, eux, se battent pour restaurer la monarchie, pour restaurer l'Empire. Ils sont ici présents dans le sud. Après, vous avez les troupes françaises et britanniques qui vont débarquer en 1919 à Odessa, notamment, pour soutenir, on va dire, les armées blanches, et surtout pour combattre donc, les bolcheviks. Ils sont quand même 60 000, hein. Il y a 60 000 soldats français qui débarquent en 1919 du côté d'Odessa. Après, vous avez les anarchistes, notamment ici, donc les anarchistes de Makhno, Nestor Makhno, donc une figure aussi célèbre du mouvement anarchiste, qui sont d'abord alliés à l'Armée rouge, et puis qui ensuite l'Armée rouge va se retourner contre les anarchistes, et donc évidemment réduire cette opposition. Enfin bref. Et puis vous avez les Polonais aussi. Les Polonais, la Pologne qui renaît de ses cendres en 1918, et qui mène une guerre contre la Russie, de 1919 à 1921, mais qui mène aussi une guerre contre l'Ukraine. Ça, on oublie souvent de le signaler. Mais donc les Polonais donc, veulent intégrer à leur nouveau territoire la Galicie. Et donc, dès novembre 1918, il y a une offensive polonaise qui est menée contre cette République démocratique d'Ukraine de l'Ouest, avec notamment un siège de Lvov. Et les Polonais auront gain de cause, puisque durant l'entre-deux-guerres, la Galicie et la région ici de Volhynie vont être dans les frontières de la Pologne jusqu'en 1939. Donc voilà, une période extrêmement difficile, où certaines villes, par exemple, durant la période, vont changer 8 fois d'occupants. Bon, voyez. Alors, je vais passer sur le texte. Et là, évidemment, voilà. Donc ça, c'est évidemment la propagande communiste. L'armée rouge ukrainienne donc, libère son peuple en 1919. Donc tout ça se résout à la fin de 1920 par la victoire, donc finalement, des armées rouges, des armées communistes. Donc c'est la disparition de cette République démocratique ou populaire d'Ukraine. Et en 1922, donc l'intégration de l'Ukraine dans l'Union soviétique, puisque l'URSS est créée en 1922 en tant que telle. À l'exception, donc, comme je le disais tout à l'heure, de la Galicie et de la Volhynie, au nord de la Galicie, qui, elles, donc, sont polonaises. Alors, il y a une autre victime aussi, un autre peuple victime de cette période 1917-1921, ce sont les Juifs. Donc, vous avez dit 2 millions de Juifs à peu près en Ukraine. Entre 1919 et 1922, on estime environ à 125 000 le nombre de Juifs qui trouvent la mort, victimes donc de pogroms, des pogroms qui sont commis par plusieurs de ces factions et de ces gouvernements, mais essentiellement quand même par des armées ukrainiennes, par des groupes ukrainiens. Mais aussi par les armées blanches, aussi par ici le groupe mené par Grégoriev, par exemple, et aussi par certains Polonais. Donc 125 000 victimes juives durant cette guerre. Alors je passe maintenant, donc, c'est ma troisième partie, il faut que j'accélère un peu. Bon, voilà, ça devrait aller. 10 minutes ? Un quart d'heure maximum. Un quart d'heure ? Bon, alors un quart d'heure. Va pour un quart d'heure. Donc l'Ukraine, République soviétique. Alors, je vais insister sur les deux premiers points surtout, la Grande Famine et puis la Seconde Guerre mondiale, donc ses conséquences. Alors les années 20, ou en tout cas les courtes années 20, disons on va dire entre 1922 et 1928, c'est une période de relative prospérité économique pour l'Ukraine, dans le cadre de la nouvelle, de la NEP, et aussi intellectuelle, parce que bon, l'objectif quand même des communistes, c'était de libérer les peuples de la Russie. Bon, la formule de Lénine à la Russie, c'était la prison des peuples. Donc,
durant ces premières années de l'URSS, Kiev donc, devient la capitale de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et puis, il y a une certaine ukrainisation, on va dire, des cadres du Parti communiste. Il y a à nouveau la possibilité pour les Ukrainiens de parler ukrainien dans les institutions, à l'université, etc. La littérature ukrainienne est à nouveau droit de cité, on va dire. En revanche, là c'est un renversement par rapport à ce qui se passait dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les Ukrainiens de Galicie, qui est maintenant polonaise, eux, ils subissent la polonisation. Donc c'est eux qui ont moins peut-être le loisir de s'exprimer dans leur langue, on va dire. Et puis à partir de 1927-28, donc Staline s'impose comme le seul dirigeant de l'Union soviétique, vous savez bien. Et puis à partir de 28, c'est les politiques de planification, du plan quinquennaux, la collectivisation surtout, et puis une certaine reprise en main quand même des républiques. Et à partir de 1928-29, l'autonomie entre guillemets des républiques au sein de l'URSS, ça devient purement formel. Il y a des purges aussi qui sont effectuées au sein du Parti communiste ukrainien. Voilà. Or, l'Ukraine, c'est une région évidemment agricole, et l'Ukraine est directement victime de la collectivisation des terres. Cette collectivisation, c'est un échec, c'est une catastrophe pour l'agriculture soviétique. Et il y a une politique volontariste, donc on s'est fixé des objectifs, des chiffres qu'il faut atteindre. L'URSS procède à des réquisitions forcées donc pour nourrir les villes, pour répondre aux objectifs industriels, notamment des plans quinquennaux. À cela s'ajoutent des mauvaises récoltes, en 1930, en 1931, si bien qu'on en vient, les soviétiques vont en venir à réquisitionner et à confisquer non seulement les récoltes, mais les réserves, les semences qui étaient prévues pour les années suivantes. Et donc, à partir de 1932, 32-33, c'est la grande famine. Il y a aussi des objectifs politiques pour Staline, qui va interpréter l'échec de la collectivisation en Ukraine, notamment comme une manifestation d'hostilité de la part des Ukrainiens, notamment de la part des paysans ukrainiens, comme une forme aussi de nationalisme ukrainien, et donc il y a une volonté de Staline de punir l'Ukraine. Vous avez là une lettre qu'il adresse à Kaganovitch en août 1932. Si nous ne prenons pas immédiatement des mesures pour redresser la situation en Ukraine, nous pourrions perdre cette république. Il faut avoir à l'esprit qu'au sein du comité du parti ukrainien se tait un bon nombre d'éléments corrompus. Si la situation venait à s'aggraver, il ne mettrait pas longtemps à ouvrir un front d'opposition au parti de l'intérieur comme de l'extérieur. Je fixe l'objectif de faire de l'Ukraine, dans les plus brefs délais, une véritable forteresse de l'URSS, une république vraiment exemplaire, et donc ça va se faire de force, avec un blocus de l'Ukraine. Les gares vont être bloquées de façon à empêcher les Ukrainiens de fuir, et la famine organisée cause entre 3 et 4 millions de morts en Ukraine en 1932-33, c'est-à-dire 13% de la population. Mais la famine, elle touche aussi le Kazakhstan, par exemple, qui est une région d'élevage, à peu près pour les mêmes raisons. Et au Kazakhstan, c'est 25 à 35% de la population qui est victime de la famine. Environ entre 1 et 1,5 million de morts. Le Kazakhstan est évidemment moins peuplé que l'Ukraine. Avec quand même, donc là vous voyez des photos, voilà, où on voit les gens qui meurent littéralement de faim dans les rues des villes ukrainiennes, qui sont morts, des cadavres qui jonchent les rues, avec un taux de mortalité qui est quand même très variable selon les régions, quand on voit à l'échelle locale, avec ici des taux de mortalité qui sont hallucinants, entre 380 et 540 pour 1000 habitants. Donc, vous voyez, 38 à 54% de la population qui décède dans certaines régions qui figurent ici en rouge foncé. Et puis d'autres où les taux de mortalité ne dépassent pas 30 pour 1000, ce qui est déjà beaucoup, mais enfin voilà, ce qui est quand même beaucoup moins important. Et ça peut s'expliquer, cette disparité peut s'expliquer en fait au niveau local par des degrés d'application assez différents quand même des directives de Moscou, avec au niveau local des résistances quand même de certains responsables.
Alors, il n'empêche que donc, cette grande famine que les Ukrainiens donc, appellent l'Holodomor, ce qui signifie la mort par la faim ou l'extermination par la faim, c'est considéré par les Ukrainiens comme un génocide. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il y a évidemment un enjeu mémoriel derrière cet épisode qui est considérable, puisque évidemment du côté russe, on refuse absolument d'estimer qu'il s'agit d'un génocide, c'est-à-dire d'une extermination intentionnelle. Il y a eu en 2006 en Ukraine, lorsque le gouvernement Yushchenko, donc, qui était plutôt pro-occidental et anti-russe, il y a une loi donc, qui a été adoptée en 2006 qui stipulait que l'Holodomor était un génocide. En 2010, lorsqu'arrive à la tête de l'Ukraine Yanukovych, qui est pro-russe, on abolit cette loi, vous voyez, en 2010. Et puis en 2014, la loi est à nouveau votée. Bon. Avec des débats aussi qui sortent complètement du contexte historique. Hein. C'est vrai aussi en Ukraine, on a gonflé les chiffres. Hein. On a parlé de 7, 10 millions, 12 millions de morts. Bon, déjà, 3-4 millions de morts, c'est considérable. C'est pas la peine de gonfler les chiffres non plus. Aujourd'hui, vous avez 24 pays dans le monde qui ont reconnu donc, l'Holodomor comme un génocide en tant que tel, dont les États-Unis, beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale, et la France, qui a reconnu donc, l'Holodomor comme un génocide en 2023, mais donc dans le contexte de la guerre actuelle. Bon. Donc, vous voyez aussi hein, les enjeux politiques qu'il y a derrière tout ça. C'est compliqué cette question, c'est compliqué, on pourra y revenir si vous voulez, mais la famine, il y a d'abord une famine qui peut s'expliquer par tout ce que j'ai pu dire, et qui au départ n'a peut-être pas de cause intentionnelle, si vous voulez, de la part de Staline, mais cette famine, elle a été volontairement aggravée. Elle a été volontairement aggravée pour provoquer des massacres de masse, en tout cas une mort massive par la faim, effectivement, à partir de septembre 1932. Bon. Voilà. Alors, il faut que j'avance. Donc, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est une carte qui n'est pas très lisible. Enfin, bon, je mettrai, j'enverrai le PowerPoint. Donc, si vous voulez, vous pourrez agrandir. Enfin, c'est des choses qui sont assez connues. Donc, 22 juin 1941, c'est l'invasion de l'URSS. L'Ukraine est immédiatement occupée. Un petit point intéressant quand même, c'est, vous voyez ici, toujours cette Galicie, autour de Lemberg, ici, hein, qui va reprendre son nom allemand ou autrichien. La Galicie va être intégrée dans le gouvernement général de Pologne, ou dans le Grand Reich, parce que les nazis considèrent que les habitants de Galicie sont germanisables, en quelque sorte. Vous voyez, comme ils ont été austro-hongrois ou autrichiens pendant longtemps, donc ils sont intégrés dans le gouvernement de Pologne. En revanche, tout le reste du territoire ukrainien, c'est sous administration militaire. Alors l'Ukraine, donc, elle est évidemment occupée immédiatement. La première chose à mentionner, c'est l'extermination de la population juive, hein, notamment avec l'action des Einsatzgruppen, et la multiplication des ghettos dans toutes les villes ukrainiennes également. Donc, 1 200 000 juifs hein, en Ukraine à peu près qui sont exterminés. Il reste un tiers, hein, à la fin de la guerre, à peu près un tiers des juifs ukrainiens qui sont encore en vie. Alors la propagande allemande nazie va présenter l'Allemagne en libératrice. Et en libératrice, donc voilà, du joug communiste, russe, etc. Et il y a un certain nombre d'Ukrainiens, hein, il faut évidemment le dire, hein, qui vont accueillir favorablement les nazis. Hein, pas une majorité, hein, loin de là, bien évidemment, mais un certain nombre. Et un certain nombre d'Ukrainiens qui vont participer aussi à l'extermination des Juifs. D'autant plus d'ailleurs qu'il y a ce discours qui va assimiler les Juifs aux bolcheviks. Bon. Donc ça va, voilà, il y a un antisémitisme qui va se lier aussi à un anti-communisme. Alors, cela dit, ces Ukrainiens qui vont accueillir favorablement les nazis, ils sont déjà peu nombreux d'une part, et d'autre part, ils vont très vite déchanter, parce que pour Hitler, les Ukrainiens, c'est des Slaves comme les autres.
Hitler ne fait aucune différence entre les Russes, les Ukrainiens. Donc c'est des populations qui doivent être asservies exactement comme les autres Slaves. Il n'empêche qu'il existe donc une organisation des nationalistes ukrainiens, l'OUN, qui a été créée en 1929 à Vienne, donc vous voyez, qui est ultranationaliste, qui est violemment anti-russe, qui est très antisémite également, et qui a été dirigé, donc à cette époque, qui est dirigé entre autres par Stepan Bandera, donc B-A-N-D-E-R-A, qui est quelqu'un qui a quand même des idées qui sont assez proches du fascisme. Et Bandera donc, va proclamer l'indépendance de l'Ukraine à Lviv, ou Lemberg, dès le 30 juin 1941, donc 8 jours après le début de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Le problème pour Bandera, c'est que l'Allemagne va totalement refuser de reconnaître cette indépendance, et les ultranationalistes ukrainiens ne comprennent pas bien les projets d'Hitler. Ils pensent qu'ils vont pouvoir se ménager une place dans cette Allemagne nazie, ce qui n'est pas du tout le cas. Hitler n'a absolument pas cette intention-là. Donc l'Allemagne refuse totalement de s'appuyer sur les nationalistes ukrainiens, sauf localement, pour pouvoir être utilisés notamment dans le cadre de l'extermination des Juifs. Il n'empêche que durant cette période, il y aura quand même une légion ukrainienne dans la Wehrmacht, et puis aussi une division SS Galicie, environ 20 000 hommes dans cette division. Et puis en 1942 est créée une armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA, qui se donne pour objectif de lutter à la fois contre les Russes, contre les Allemands aussi, parce qu'on a compris, les nationalistes ukrainiens ont compris qu'ils n'avaient rien à attendre des nazis, mais qui vont aussi lutter, cette armée insurrectionnelle ukrainienne va aussi lutter en 1944 contre les partisans polonais, et il va y avoir des massacres, notamment en Volhynie, entre 70 000 et 100 000 morts, commis par cette armée insurrectionnelle ukrainienne, entre 70 000 et 100 000 morts polonais, et puis contre les Juifs aussi. Et avec des scènes d'une extrême violence, avec une armée insurrectionnelle qui va poursuivre aussi son combat dans la clandestinité jusqu'au début des années 1950. Jusqu'au début des années 1950. Milieu des années 50, on va dire. Et aujourd'hui, Stepan Bandera et puis les chefs de cette armée insurrectionnelle ukrainienne sont souvent considérés par des héros, comme des héros, par l'extrême droite ukrainienne, mais aussi en partie par le gouvernement ukrainien. Il y a toujours des statues, des noms de rues à la gloire donc, de Bandera notamment. Et ça donne du grain à moudre à Vladimir Poutine lorsqu'il accuse le gouvernement ukrainien actuel ou celui de 2014 d'être, je cite, en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, Poutine pointe du doigt le gouvernement ukrainien de 2014 en le qualifiant, en disant « ce sont les héritiers de Bandera, le complice d'Hitler ». Et lorsque Poutine parle de dénazifier l'Ukraine, lorsqu'il justifie l'invasion en parlant des nazis ukrainiens, etc., il fait référence à cet épisode-là, de façon explicite. Il fait référence à cet épisode-là, et en feignant de considérer qu'une minorité, ce qui a été une minorité d'Ukrainiens, finalement, vaut pour l'ensemble du peuple ukrainien. Au lendemain de la guerre, donc 4 millions de morts quand même en Ukraine durant cette guerre, dont 1 200 000, 300 000 juifs à peu près. On assiste à une reprise en main donc, de l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev, qui est un ancien mineur du Donbass, qui est le chef du Parti communiste ukrainien depuis 1938, et qui va procéder notamment à la déportation massive d'environ 500 000 Ukrainiens. Beaucoup de Tatars aussi. Bon, ça, on pourra y revenir aussi. Et enfin, peut-être pour terminer, après 1945, je voudrais finir quand même avec cette carte qui vous montre donc l'Ukraine dans ses frontières actuelles, avec ici, donc en rouge, l'Ukraine telle qu'elle était avant 1939. Ensuite, ici, vous voyez les différentes extensions de l'Ukraine à partir de 1939. Bon, ici déjà, la Galicie et la Volhynie
Ça, c'est à la suite du pacte germano-soviétique, lorsque la Pologne est partagée entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Donc cette région devient déjà soviétique et donc ukrainienne dès le mois de septembre 1939. Alors ce sera repris par les Allemands, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ce sera récupéré par les Soviétiques à la fin de la guerre. En 1940, l'URSS donc, va aussi annexer la Bessarabie, toute cette région-là, va faire d'une grande partie de la Bessarabie une république moldave au sein de l'URSS, mais la Bucovine, ici, et le Boudjak, là, vont être intégrés à la République d'Ukraine. En 1945, c'est la Ruthénie, que vous voyez ici, ce qu'on appelle aussi l'Ukraine subcarpatique, qui faisait partie de la Tchécoslovaquie, et qui, en 1945, devient soviétique. Ce qui permet à l'URSS d'avoir une frontière commune, ici, vous voyez, avec la Hongrie, notamment. Très pratique pour envahir la Hongrie en 1956, par exemple. Bon. Et puis, donc la Ruthénie devient ukrainienne, hein, de fait, mais au sein de l'URSS en 1945. Et puis, en 1954, la Crimée. Alors, ça, c'est quand même intéressant aussi de le noter, hein, mais évidemment, la Crimée, russe depuis 1783, mais stratégiquement essentielle pour la Russie. Donc la Crimée était au sein de l'URSS était une république autonome, mais qui dépendait de la Russie. En 1954, Khrouchtchev, notamment, décide donc de donner, entre guillemets, la Crimée à l'Ukraine, et donc de rattacher la Crimée à l'Ukraine. Ça n'a aucune signification en 1954, parce que ces différentes républiques soviétiques, elles n'ont qu'une autonomie purement formelle. Mais ça a évidemment beaucoup d'importance dans l'histoire d'après 91. Vous voyez ici le texte très court, très lapidaire, adopté donc 5 février 1954, compte tenu de la similitude de l'économie, de la proximité territoriale, des liens économiques et culturels étroits entre l'oblast de Crimée et la RSS d'Ukraine. Donc l'oblast, c'est une subdivision au sein de la République russe. Le présidium du Soviet suprême décrète le transfert de l'oblast de Crimée de la RSFSR, c'est la République socialiste de Russie, à la RSS d'Ukraine. Ce décret est soumis à l'approbation du présidium du Soviet suprême. C'était à l'occasion du 300e anniversaire du traité de Péreyaslav, on y revient, de 1654, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Bon, voilà, je n'ai peut-être pas trop le temps de continuer, mais à partir de là, l'Ukraine devient un pilier principal de l'URSS. Hein. L'Ukraine a un siège à l'ONU en tant que tel, de même que la Biélorussie. Évidemment, l'Ukraine va voter systématiquement de la même façon que le fera l'Union soviétique. L'Ukraine a toujours une importance considérable sur le plan économique et sur le plan agricole au sein de l'URSS. L'Ukraine est très importante aussi parce que c'est là que sont basées la moitié des centrales nucléaires de l'Union soviétique. Et puis, l'Ukraine a aussi une importance considérable pour l'URSS parce que vous avez une bonne partie de l'armement nucléaire soviétique qui va être effectivement installé en Ukraine. Si bien qu'en 1991, au moment des indépendances, l'Ukraine, de fait, devient la troisième puissance nucléaire mondiale après les États-Unis et la Russie. Et c'est le cas aussi de la Biélorussie et du Kazakhstan, hein, qui deviennent des puissances nucléaires de fait, parce qu'il y avait des installations nucléaires soviétiques. La Biélorussie et le Kazakhstan, très vite, vont signer des accords avec la Russie pour que ces installations nucléaires quittent le territoire. Avec l'Ukraine, ce sera plus compliqué. Il faudra attendre 1994, pour qu'il y ait un accord passé entre les deux gouvernements, Kiev et Moscou, pour que les installations nucléaires de fait ukrainiennes soient transférées en Russie. Voilà, je termine juste avec cette... voilà, ça c'est les territoires occupés par la Russie au 12 mai 2024. Et vous savez qu'en ce moment même, donc, il y a une grosse offensive sur Kharkiv. Donc voilà, on pourra revenir sur cette carte si vous le souhaitez au moment des questions. Mais bon, l'objectif de cette conférence, c'était quand même d'explorer à grands traits
l'histoire de ces relations compliquées, pour éclairer sur certains points quand même le conflit actuel et notamment les enjeux mémoriels liés à ce conflit. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie. Alors il y a un micro qui va circuler là, donc, pour vous rendre un peu plus audible pour vos questions. Sachant que la plus difficile, c'est toujours la première. Oui, Merci. Non, photo d'abord. Ah ben, si, tu veux. C'est OK pour la photo. Voilà. Oui, faites un Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Ma question porte sur peut-être une question de détail, je ne sais pas, sur la dernière carte que vous avez montrée. On voyait les zones avec des rayures vertes, territoire cédé par l'Ukraine. Est-ce que... Oui, cette région-là. Voilà. C'est la période 1940 et... Alors là, c'est en 1925. Pour ça, à vrai dire, je ne sais pas trop. Mais c'est cédé par l'Ukraine à la République soviétique de Russie. Bon. Donc, mais je ne sais pas exactement dans quelles circonstances et à quoi ça correspond. Après, vous avez, ça c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, il y a ça aussi. Parce que ça correspond donc à la Transnistrie. Donc là, vous avez le Dniestre, ici. Et puis donc, voilà, donc la Transnistrie qui était, donc là on est en 1940, donc qui faisait partie de la Moldavie, de la Bessarabie. Non. La Transnistrie faisait partie de l'Ukraine, de l'RSS d'Ukraine. De la RSS d'Ukraine, oui, c'est ça, pardon. Oui, jusqu'en 40. Et ça a été cédé donc par l'Ukraine à la Moldavie. Voilà, à la République donc de Moldavie, qui est en fait, bon, c'est la Bessarabie, hein, tout ce que vous voyez, ce qu'on appelle Moldavie maintenant, ça correspond en gros à la Bessarabie roumaine. Et donc lors du pacte germano-soviétique du 23 août 1939, les deux URSS et l'Allemagne se mettent d'accord pour partager la Pologne, mais ils se mettent aussi d'accord pour se répartir des zones d'influence concernant les pays baltes, d'abord. Bon, voilà. Et puis également concernant donc, la Bessarabie. Et donc Hitler est d'accord pour que la Bessarabie tombe sous l'influence soviétique. Et donc en 1940, en même temps que l'URSS donc envahit les pays baltes et les annexes et on fait des républiques socialistes soviétiques. Là, on est au début de l'été 1940, hein, en juin-juillet 1940. En même temps, donc l'URSS envahit, prend la possession de la Bessarabie. Et l'URSS fait donc découpe un peu la Bessarabie. Donc il y a une partie qui devient la Moldavie et puis cette partie-là donc qui devient ukrainienne. Ce qui fait que cette Moldavie qui avait une façade sur la mer Noire, désormais n'en a plus. Mais cette région, donc, dite du Boudjak, désormais, elle communique avec l'Ukraine. La carte n'est pas très bien faite, j'ai l'impression. Mais elle communique avec l'Ukraine par simplement, il y a une sorte de pont hein, qui relie donc, l'Ukraine à cette région-là et qui va priver effectivement la Moldavie d'accès à la mer Noire. Et donc, voilà, cette Transnistrie, ici, cette bande de territoire, donc, elle devient moldave, enfin, ça devient, voilà, c'était ukrainien et ça devient donc moldave. Et donc, vous savez que la Transnistrie, donc, elle a, de façon unilatérale, donc, proclamé son indépendance dès 1991, hein, je crois, ou 92, juste après la fin de l'Union soviétique. Et c'est une indépendance qui est reconnue par personne. Hein, officiellement, mais la Russie évidemment est présente en Transnistrie militairement parlant et soutient donc le gouvernement de Transnistrie. Oui. Alors, pour rajouter un peu sur l'histoire de la Transnistrie. Vous le voyez ici. Oui. Bon, déjà le terme de Transnistrie gêne pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une vision moldovanaque. Ouais. Réellement, bah oui, Transnistrie. En fait, il faut savoir que comme vous l'avez très bien expliqué,
Le Dniestre, il ne faut pas oublier que Il est là, c'était... le Dniestre. Voilà, il est là, c'est la ligne rouge. Hein. Le Dniestre a toujours été une frontière naturelle, d'abord entre la Rousse de Kiev et Byzance, ensuite entre le duché de la principauté de Moldavie et l'Empire ottoman, et la République des deux nations, c'est-à-dire la Pologne-Lituanie, puis l'Empire russe. Et donc, en fait, vu d'Ukraine, vu de Kiev, vu de Moscou ou vu de Cracovie, ce n'est pas du tout la Transnistrie, c'est du bon côté, c'est pas de l'autre côté. D'autre part, historiquement, il ne faut pas oublier que donc la Transnistrie actuelle, avant 1940, avant l'annexion de la Moldavie actuelle, c'était un territoire ukrainien. Alors il y avait une république autonome au sein de la République d'Ukraine, une république socialiste soviétique autonome, qui était au nord justement, à ce niveau-là, qui avait à peu près cette forme-là, qui s'appelait la République autonome de Moldavie, puisque la Moldavie elle-même, à partir de 1918, avait été a rejoint la Roumanie. Alors, ce qui s'est passé en 1940, en 1941, c'est que quand la Roumanie est entrée en guerre contre l'Union soviétique, en fait, ils ont créé une région qu'on appelle la Transnistrie, qui correspond aux régions d'Odessa et à la moitié de la région de Vinitsa actuelle. Donc le terme de Transnistrie, il y a copyright, c'est déjà été utilisé, et c'est là où le gouvernement d'Antonescu envoyait les juifs, les opposants et les tziganes, à tel point qu'on l'a appelé la Sibérie roumaine. Alors, donc, à partir en 1945, en fait, c'est en 1945, ou en 1944 ou en 1945, qu'a été redécoupée ce que l'on appelle en Occident Transnistrie, mais eux, il faut savoir qu'ils s'appellent eux-mêmes Cisnistrie. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y a un tiers de la population est russe, un tiers de la population est ukrainienne et un tiers de la population est moldave. Et les trois langues sont langues officielles de cet État qui a été reconnu par l'Abkhazie et le défunt Haut-Karabakh, quand même. Ils se sont reconnus entre eux. Qui eux-mêmes ne sont pas reconnus. Oui, ils se sont tous reconnus entre eux en 92. Donc, il s'appelle Pridniestrovskaya Respublika, c'est-à-dire de Cisnistrie, en russe et en ukrainien. Et simplement du Dniepr si on traduit l'intitulé officiel du Moldave. D'accord. Bon, ben merci. C'était Merci beaucoup. J'y suis allé. Vous êtes allé, ça se voit. Merci. Voilà, juste... Non, mais c'est très bien. Alors, une autre question. Moi, j'avais une question par rapport à la Crimée et sur l'identité ukrainienne de la Crimée. Si j'ai bien suivi votre exposé, la Crimée a fait partie de l'Empire ottoman, a même été en partie musulmane avec les Tatars. Oui. Et en 1783, c'est ça? Oui, c'est ça. La Russie occupe la Crimée et l'annexe. Il russifie et l'annexe. Oui. Voilà. Parce que, bon, il y a l'annexion de 2014, effectivement. On a distribué très largement des passeports russes aux habitants de Crimée. On a fait un référendum qui a donné des résultats qui ont été très contestés ici du côté de l'Europe occidentale. Mais qu'en est-il exactement des habitants de cette région? Se sentent-ils intrinsèquement ukrainiens, parce que le président Zelensky veut récupérer l'Ukraine, y compris la Crimée? Oui. Hein, je crois que c'est clair.
Et est-ce que les habitants de Crimée, eux, souhaitent être intégrés à l'Ukraine ou rester dans le giron de la Russie? Oui, alors c'est très compliqué parce que quand on parle des habitants de Crimée, en fait c'est là où on voit que l'histoire, on peut l'interpréter dans le sens qu'on le souhaite si on va chercher dans l'histoire tel ou tel élément ou tel autre. Alors pour revenir sur la Crimée, effectivement au départ donc c'est des Tatars, c'est des populations turco-mongoles en fait, hein, qui arrivent dans la région au XIIIe, XIVe siècle à peu près. Et qui donc vont dépendre de l'Empire ottoman. Hein. C'est pas exactement l'Empire ottoman, mais voilà, c'est des territoires vassals de l'Empire ottoman. Donc, comme j'ai dit, en 74, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en 74, donc la Russie déjà impose à l'Empire ottoman l'indépendance de la Crimée et ensuite annexe 9 ans plus tard. C'est un peu ce qui a été fait aussi en 2014, puisque dans un premier temps, la Crimée a proclamé son indépendance, et puis une semaine après, elle a organisé un référendum pour être rattachée à la Russie. Donc c'est à peu près le même schéma, mais très accéléré en 2014. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, les Tatars de Crimée, ils ont subi 3 déportations massives, en 1783 au moment de l'annexion, en 1856 au lendemain de la guerre de Crimée, puisqu'ils ont été largement rendus responsables de la défaite, c'était une bouc émissaire facile. Et puis en 1945 aussi, il y a eu une déportation massive des Tatars de Crimée, parce que, effectivement, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Crimée a été occupée en 1942-1943, pendant quelques mois, par l'Allemagne nazie, qui a installé un gouvernement qui lui était favorable, on va dire. Et donc, la politique de Staline, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été de mettre en avant la responsabilité collective des peuples, et donc de déporter massivement certains peuples, comme l'ont été les Tchétchènes aussi d'ailleurs, ou d'ailleurs une bonne partie des Ukrainiens également. Donc là aussi, des Tatars qui ont été déportés en 1945. Et une grande partie de ces peuples qui avaient été déportés en 1945 ont pu, dans les années 60, revenir. Mais ça n'a pas été le cas des Tatars. En revanche, il y a une partie des Tatars qui sont revenus en Crimée quand même après 91, donc après la fin de l'Union soviétique. Mais la population tatare en Crimée, c'est, si on se place avant l'annexion par exemple, c'est 8% à peu près de la population, 7-8%. Bon. Après, les Russes sont majoritaires parce que, d'une part, il y a eu effectivement, à chaque fois que les Tatars étaient expulsés, des Russes qui sont venus, parce que c'est une base militaire, donc voilà. Et puis, parce que voilà, c'est une région aussi qui est très majoritairement russophone, ça c'est indéniable. Mais attention, russophone ne signifie pas forcément russophile. Par exemple, à Kharkov, c'est une ville majoritairement russophone, mais très majoritairement opposée à la Russie actuelle. Donc il faut bien faire attention à distinguer les deux. C'est pas le critère de la langue n'est pas le seul critère qui peut être mis en avant, très loin de là. Mais voilà, il y a, pour la Crimée, c'est sûr. Alors après, vous me dites quel est le sentiment des habitants de Crimée. C'est difficile parce que si vous leur demandez aujourd'hui, bon, ils n'ont pas tellement la possibilité. C'est pas évident de leur demander aujourd'hui et de savoir exactement ce qu'ils pensent. C'est jamais évident de savoir d'ailleurs ce que pensent les peuples, même dans les démocraties. Mais encore pire, encore plus évidemment dans des régimes comme celui de la Russie actuelle. Donc, bon, c'est vrai que c'est délicat. Il y a eu, concernant justement cette base navale soviétique de Sébastopol, il y a eu des accords qui ont été signés en 1997 et qui ont été renouvelés en 2012 entre l'Ukraine et la Russie pour permettre à la Russie de continuer d'entretenir cette base militaire de Sébastopol, avec même d'ailleurs un partage
où 70% donc, des installations étaient russes, ou de la flotte était russe, et 30% ukrainienne. Donc les Ukrainiens ont accepté dans les années 90, alors il y avait une pression de la Russie aussi, mais dans les années 90, et ce jusqu'en 2004, 2005, les gouvernements ukrainiens sont quand même assez largement tournés quand même vers la Russie. Donc, cet accord, il est signé en 97 et il est renouvelé en 2012 sous la présidence de Yanukovych, qui entre 2010 et 2014 est à nouveau plutôt pro-russe, on va dire. Après, sur la population de Crimée, oui, on a une population qui est majoritairement russophone, ça c'est indéniable, qui est aussi en grande partie russe, au sens où en 1991, voilà, il y a des Russes qui sont présents en Crimée depuis longtemps et qui sont présents en nombre. Et la Russie a joué là-dessus. Maintenant, la question... En droit, si vous voulez, les indépendances en 1991, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, les indépendances, elles se sont faites dans le cadre des républiques socialistes soviétiques de l'URSS et dans les frontières existantes. Donc, et en droit, ça a été reconnu comme tel, en droit international. Donc, l'annexion de la Crimée, c'est une violation du droit international et du principe qui a fait que, voilà, on a considéré en droit international que voilà, l'éclatement de l'URSS se faisait dans le cadre donc, des républiques existantes. On a considéré aussi que la Russie était l'héritière de l'Union soviétique dans les organisations internationales, par exemple. C'est la Russie qui a hérité de tous les avantages dont bénéficiait l'Union soviétique dans les organisations internationales, et notamment le siège permanent donc, au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, ou le statut de puissance nucléaire officielle tel qu'il est stipulé dans le traité de non-prolifération de 1968. Donc voilà, au-delà, si vous voulez, de la question de savoir qui est qui, est-ce que les habitants de Crimée sont russes, pro-russes, russophones, russophiles, etc., il y a une question de droit aussi qui fait que l'annexion, c'est une violation des frontières. Bon. Sachant qu'on s'accommode ailleurs de cette violation du droit international. Oui. C'est qui le on? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, on peut ça. Théoriquement, si on considère l'intangibilité des frontières, la disparition de la RDA est une aberration, d'une certaine manière. L'intangibilité, c'est pas un principe. Le principe, c'est l'inviolabilité des frontières. Et l'inviolabilité, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier les frontières par la force ou sans le consentement des peuples. Et la réunification de l'Allemagne, elle a été voulue par les peuples. Donc voilà, c'est pas l'intangibilité. Les accords d'Helsinki en 1975, c'est le principe de l'inviolabilité des frontières. Alors, pour en revenir à la question, monsieur, parce que je connais aussi très bien la Crimée, ma famille en vient, enfin, il y a un siècle. En ce qui concerne les Tatars, alors les statistiques sont très parlantes. Les statistiques de 1897, si mes souvenirs sont bons, il y a 39% de Tatars en Crimée, de la population. Après 1945, il n'y a plus aucun Tatar, pas un seul. Oui, il y en a, c'est minime. Et après, il y en a certains... Oh oui, alors, si ça apparaît plus dans les statistiques. En 1989, c'est-à-dire les dernières statistiques de l'Union soviétique, 3%. Oui, voilà. 3%. Aujourd'hui, c'est 13% de Tatars, dont 10,5% de Tatars de Crimée, qui sont venus. D'accord. Les autres Tatars étant des Tatars du Tatarstan, ou du Bashkortostan. Ça, c'est déjà une chose.
Maintenant, c'est évident que le fameux référendum, quand on voit que 80% de la population y a participé et il y a eu Il y a eu à 96%, 98%, en soviétique, 96. Un vote soviétique. un vote soviétique. Oui, oui, c'est ça. Ça c'est vrai, c'est exagéré. Bon, maintenant, connaissant l'histoire et le pays comme je connais, je peux vous dire que fait dans des conditions normales, comme en France, il y aurait eu 10% de oui, à peu près, entre 65 et 70% de oui. Maintenant, quel est le ressenti aujourd'hui? Il ne faut pas oublier une chose, et ça c'est les gens de Crimée qui m'ont dit, la Crimée a toujours été considérée par Kiev comme étant des pro-russes. Et en fait, pratiquement pas un sou ne descendait de Kiev en Crimée. L'état des routes, qui était, je vous assure, dégueulasse en Ukraine, je me suis tapé un quart de nuit de Mariupol à Odessa, je ne vous dis pas. Hein. Il y avait même une blague ukrainienne qui disait qu'il faut se méfier des nids de poules sur les routes, parce que subitement tu roules, et subitement des nids de poules sur un cheval. Je ne sais pas si vous avez vu la série Serviteur du peuple de Zelensky, justement, c'est du vécu. Hein, les histoires justement sur les routes ukrainiennes, c'est du vécu. Et bien, en Crimée, c'était pire. J'étais en 2016 en Crimée. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et en 2018, j'étais que deux fois depuis l'annexion. Enfin, pour moi, l'annexion, ça a été fait 14 ans après l'annexion de la Corse par la France. Le fait qu'un petit gros, on ait fait cadeau à la RSS d'Ukraine, personnellement, je ne reconnais pas. Enfin, bon, ça c'est mon idée personnelle. C'est pas le sujet du jour, si vous permettez. Oui, c'est pas le sujet du jour. Bon, ceci dit, au passage, quand vous voyez les millions, les milliards qui ont été investis, quand vous voyez que du jour au lendemain, les retraités ont vu leur retraite multipliée par 3 ou 4 en passant en roubles, parce que, attention, les retraites en 2014, les retraites ukrainiennes, c'était de l'ordre de 50 $ par mois, hein. C'est pas plus. Hein. Et quand vous voyez l'état des routes, toutes les infrastructures qui ont été refaites, un nouvel aéroport, à mon avis, vous savez, je crains fort qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui veuillent retourner dans l'orbite de l'Ukraine. Parce que là, vraiment, il y a eu une amélioration des conditions de vie très très nette. Mais ça a coûté des milliards. Le paradis soviétique est de retour. Merci monsieur. Oui, mais c'est ça. Hein. Moi, je vous dis... Non mais monsieur, c'est un point de vue. Oui, je pense qu'on est là sur... Moi, Donc, je est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous connaissez un... Non. Alors on ferme sa gueule. J'ai vu de la pauvreté en Russie. Oui, mais moi aussi, madame. Et croyez-moi, plus anti-soviétique que moi, vous ne trouverez pas. Peut-être d'autres questions. Ouais, on va essayer de rester dans les limites d'un débat, quand même convivial. Voilà, ça serait une bonne chose. Bon, ça a jeté un froid. Ça a jeté un froid. Il nous reste un petit quart d'heure. Donc allez-y si vous voulez. Et dans le Donbass, ils sont aussi beaucoup plus pro-russes ou pas? Mais ça c'est toujours la même question. C'est la même question. Dans le Donbass aussi, c'est une population très russophone. Ça c'est évident, à plus de 70% à peu près. Lors des élections, c'est intéressant aussi de voir les résultats des élections, notamment les élections en 2004, lorsqu'il y a les deux candidats qui se sont opposés. On a une ligne qui montre que les russophones ont voté très majoritairement donc, pour le candidat Yanukovych qui a été battu, mais qui sera élu en 2010 et qui était pro-russe, alors que les ukrainophones ont voté très largement. Et les russophones, ils sont effectivement dans la partie
orientale, et ils sont aussi au sud. Voilà. Et les ukrainophones, ils sont dans la partie centrale et à l'ouest. Et la carte linguistique correspond assez bien à la ligne de partage des votes entre les deux candidats, l'un pro-occidental, l'autre pro-russe. Maintenant, voilà, les choses ont évolué aussi, hein, Oui. et les séparatistes dans le Donbass, bon, ça c'est un mouvement séparatiste qui s'est développé peu de temps après l'annexion de la Crimée. C'est un mouvement qui a été immédiatement soutenu par la Russie et qui n'a pas quand même réussi avant 2022 à beaucoup s'étendre. Hein. Quand on voit les cartes entre 2014 et janvier 2022, il n'y a pas eu une grosse progression, si vous voulez, dans cette région-là, de l'influence russe et du séparatisme en tout cas. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, être russophone, ça ne signifie pas être pro-russe non plus. Voilà. Et on peut faire aussi la distinction entre la Russie, hein, et toute son histoire, et puis le gouvernement de Poutine. Hein. L'histoire de la Russie, elle ne se résume pas non plus à la Russie actuelle et au gouvernement de Poutine. Donc, mais vous avez vu aussi, hein, cette histoire avec cette construction du territoire ukrainien et ces lignes, ces frontières successives qui correspondent toujours, hein, lorsqu'on voit cette frontière de 1654 qui longe le Dniepr et qui ensuite s'étend un petit peu plus au sud et qui est rattachée à la Russie, donc dès 1654. Ça correspond en gros aussi, hein, à la Russie, l'Ukraine russophone d'un côté, l'Ukraine ukrainophone de l'autre. C'est pas aussi net que ça, mais c'est des lignes historiques qui sont toujours vivaces dans l'Ukraine d'aujourd'hui. En fait, On va vous poser une autre question. Merci pour la conférence fort intéressante. Merci. Et votre rappel historique passionnant. Et est-ce que vous pourrez revenir au conflit actuel, au-delà des discours de Poutine qui refait l'histoire en partie, partiellement ou complètement? Est-ce que derrière, comme tout conflit guerrier, il y a un discours sur l'ethnie, sur la culture, pour embrigader les populations, mais est-ce que ce n'est pas d'abord une guerre économique, puisque l'Ukraine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une terre sur plan agricole extrêmement riche, il y a les lignes du Donbass, et puis l'accès est total à la mer Noire. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif in fine de la Russie de Poutine? Alors, les dimensions économiques ont sûrement une importance, mais je pense que c'est quand même... Enfin, après, c'est difficile de mesurer l'importance de cette dimension économique, mais c'est sûr que, voilà, il y a effectivement les centrales nucléaires, bon, etc. Maintenant, le but de la Russie... C'est très difficile de savoir quel est le but de la Russie, quel est le but de Vladimir Poutine. Lorsqu'il a annexé la Crimée en 2014, on pouvait penser que c'était pour faire pression sur le nouveau gouvernement ukrainien, de façon à ce que ce gouvernement cesse de pencher vers l'Ouest, vers l'Union européenne et vers l'OTAN, et revienne vers la Russie. Bon. Après, quand il a soutenu les séparatistes du Donbass, on a pu penser que c'était pour monnayer le soutien donc, à ces séparatistes contre la reconnaissance de l'annexion de la Crimée. Bon. Et puis maintenant, on se rend compte que quand même, ces objectifs, ils étaient certainement plus ambitieux et à plus long terme, et que notamment lorsque l'effort a consisté d'abord à essayer de s'emparer donc, de toute la zone qui séparait la Crimée du Donbass, hein, de façon à ce qu'il y ait une continuité territoriale, de façon à ce que la Crimée aussi ne soit plus seulement reliée par le pont ici de Kertch qui a été mis en place, ouvert dès 2019, je crois. Et donc l'objectif, c'est aussi de faire de cette mer, la mer d'Azov, une mer intérieure russe, hein, finalement. Ce qui est réalisé aujourd'hui. Bon. Et après, l'objectif, c'est peut-être aussi de faire en sorte que toute la rive nord de la mer Noire devienne soit contrôlée par les Russes. Et puis après, lorsque on va vers Kharkov, l'objectif, c'est peut-être aussi de récupérer
toute cette partie qui était à l'origine, dans les cartes qu'on a montrées tout à l'heure, qui était déjà russe, même avant 1654. Et puis après, voilà, où est l'objectif, quoi, où ça s'arrête. C'est compliqué de savoir exactement quels sont ces objectifs-là, mais ce qui est sûr, c'est que la politique, enfin ce qui est sûr, c'est mon interprétation, c'est qu'on a une politique de la Russie. Pendant longtemps, on a considéré qu'elle consistait à reconstituer l'URSS d'une certaine façon. Mais en fait, c'est plus une politique qui est inspirée par l'Empire russe, je dirais, d'avant 1917, que par la mémoire de l'Union soviétique. C'est plus une politique impériale, au sens traditionnel du terme, qui fait référence à l'Empire russe et au passé de la Russie, qu'une continuité avec l'URSS. Cela dit, l'URSS, il y avait une continuité aussi de l'URSS avec l'Empire russe. De toute façon. Alors il y a quand même une dimension économique importante, il ne faut pas oublier que le Donbass, c'est 80% du tissu industriel. Oui, voilà. Le Donbass, c'est évidemment important. Pour vous donner une idée, Mariupol. Il y avait une question. On va peut-être voir d'autres questions. Il y a deux aciéries à Mariupol même. On connaît une, on en a parlé d'une, mais pas de la seconde. Capacité 11 millions de tonnes par an. Pour vous donner une idée, la plus grosse aciérie d'Europe occidentale, c'est Ex-Sigmar à Gand, elle fait 5,7 millions. Donc vous avez 4 fois la plus grosse aciérie ouest européenne dans la seule ville de Mariupol. Pour vous donner une idée de l'importance que peut représenter Mariupol. Pour les... Oui, il y a toujours une dimension économique de toute façon dans les conflits. Après, voilà, c'est une question de hiérarchie aussi. Mais là, il y a une dimension idéologique, historique, idéologique, culturelle, stratégique, religieuse aussi. Enfin, c'est un conflit, c'est aussi pour ça que c'est un conflit total, d'une certaine façon, multidimensionnel en tout cas. Bah oui. On a beaucoup parlé des langues russes et ukrainiennes. Je suis complètement incompétent. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces deux langues? Oui, alors je ne suis pas très compétent non plus là-dessus, mais il y a un alphabet qui est différent. Il y a une prononciation qui est différente. Après, voilà, c'est deux langues qui sont quand même très proches. Et effectivement, les Ukrainiens et les Russes se comprennent. Les Russes comprennent les Ukrainiens quand ils parlent ukrainien et vice-versa. En plus, ça je ne l'ai pas dit, mais dans l'Ukraine soviétique, après 1945, il y a eu quand même aussi... l'Ukraine a pu bénéficier quand même d'un bilinguisme même. Et voilà, l'ukrainien et le russe... bénéficier donc d'un statut qui était commun, enfin, dans cette Ukraine soviétique. Donc, mais c'est sûr que c'est deux langues qui sont quand même très proches. Même si aujourd'hui, les politiques, évidemment, l'Ukraine fait tout pour mettre en avant justement les spécificités de la langue. Mais bon, y a pas, je ne vais pas vous dire qu'il y a une énorme différence entre ces deux langues-là. Il y a en plus le surgé, il y a à peu près 5 à 10% de la population qui, à la maison, utilise le surgé, qui est un mélange d'ukrainien et de russe, oui. Qui est à l'est du russe matiné d'ukrainien et à l'ouest du galicien matiné d'expression russe. Oui. Hein? Moi, j'ai une question. Oui. N'étant pas très au fait sur certains points, j'aimerais avoir votre avis sur les considérations qui s'élèvent parfois en disant que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, et du coup c'est une justification aussi de la Russie pour cette intervention.
Oui, alors là, on est dans l'actualité, et donc ça dépasse un petit peu, je vais dire, mes compétences. Hein. Donc, on a des accords qui ont été signés en 2015, hein, c'est ça, je crois, ces accords de Minsk, avec notamment la France et l'Allemagne. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails là-dessus, hein, et je vous prie de m'en excuser. Mais on va être en dehors de mes compétences, donc je préfère pas trop m'avancer. Juste une question sur le tout début de votre intervention, sur l'intervention française, sur le soutien aux armées blanches. Quel était l'intérêt effectivement de notre pays d'intervenir à ce moment-là? Vous parlez de soutien à l'Empire. Oui, c'était en 1919. En fait, on est en 1919, on est en plein au moment d'ailleurs de la conférence de la paix, donc qui va donner naissance au traité de Versailles. Et c'est durant cette période, donc l'Union soviétique, enfin je dis l'URSS, c'est pas encore l'URSS formellement, mais la Russie donc communiste, elle est en pleine guerre civile. De toute façon, la Russie et l'Ukraine, c'est en pleine guerre civile. Il y a une guerre aussi entre la Pologne et la Russie. Hein. Les frontières orientales de la Pologne ne sont pas du tout définies. Il faudra attendre 1921 pour qu'elles le soient. Et donc, c'est notamment la Grande-Bretagne avec Churchill hein, qui est le principal défenseur donc, de cette idée d'envoyer des troupes en Russie pour soutenir les armées blanches et pour combattre le gouvernement communiste. Le but, c'est tout simplement de renverser le gouvernement communiste hein, et d'installer, de prendre parti hein, dans cette guerre civile pour faire en sorte que le communisme ne puisse pas s'installer de façon pérenne en Russie. Alors, il y a des troupes françaises et britanniques donc, qui arrivent effectivement par la mer Noire. Il y a des troupes britanniques qui arrivent aussi par le nord, qui débarquent à Mourmansk notamment. Et puis ensuite, vous avez aussi des troupes japonaises de l'autre côté qui arrivent à Vladivostok. Vous avez aussi des troupes tchèques qui étaient présentes, elles, en Sibérie et qui vont une légion tchèque qui va intervenir également. Donc il y a tout un ensemble de troupes occidentales, on va dire, enfin japonais c'est pas ça, mais bon, enfin vous m'avez compris, qui vont intervenir, mais qui vont pas beaucoup coordonner leur action entre elles, et qui vont pas beaucoup non plus coordonner leur action avec les armées blanches, qui elles-mêmes ne sont pas non plus très coordonnées. Donc au total, on a tout un ensemble d'acteurs qui se battent contre l'armée rouge, mais chacun un peu de leur côté. Et puis il y a l'immensité du territoire aussi, qui fait que c'est très difficile de coordonner des actions, alors qu'on a évidemment une Russie communiste, elle, qui occupe le centre. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je voudrais remercier encore une fois M. Janson pour son exposé. Merci beaucoup à vous. C'était de grande qualité. On espère au niveau du Café Citoyen pouvoir entretenir une relation un peu plus durable et pérenne avec Tantistoire, avec le CRHIA, on ne sait jamais, il y a des opportunités. Oui. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure à table. Donc, parce qu'on a d'autres sujets qui nous intéressent au niveau du Café Citoyen, sur par exemple un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner quand même, et qui est d'une grande complexité. Il y a des ressources à Nantes qui peuvent nous aider à éclairer un peu ce sujet. Il y a la question aussi de la France en Afrique de l'Ouest, qui nous intéresse aussi beaucoup. Il y a aussi des ressources à Nantistoire qu'on va essayer de mobiliser. On les a déjà contactés sans succès, mais on espère qu'avec l'entremise de M. Janson, on aura plus de chance.